Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Donc, comme vous le savez déjà, Tendance IMO, c'est une émission qui est là pour vous aider, pour vous conseiller, bref, pour vous guider dans tous vos projets immobiliers, que vous soyez locataire, acheteur ou même futur acheteur. Cette émission est pour vous. Donc, comme à chaque semaine, je suis accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. Bonjour. Ça va bien, Marie-Ève? Très bien, toi? En forme? Oui. Oui, donc aujourd'hui, on parle de chalet. Oui. Donc, on sait que souvent, quand on pense à chalet, on pense confort, on va aller se reposer. Donc, ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui, c'est que c'est assez complexe aussi lorsqu'on décide de léguer, en fait, un chalet soit au fils ou au petit-fils. On va parler d'héritage et tu vas nous donner quelques conseils pour que tout se passe pour le mieux et qu'on puisse sauver le plus de sous possible. Et on va parler aussi de chalet en termes de location. Oui. On sait, tout le monde connaît quelqu'un. On dit les fins de mois, là. Tout le monde connaît quelqu'un qui peut louer le chalet pour aussi peu que 100 $ juste pour une fin de semaine. Tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui On en connaît tous. Exactement. Mais on se rend compte que c'est illégal. Oui. Puis si on se fait prendre... Et des amendes salées. Très, très salées. Oui. Donc, tu vas nous éclairer là-dessus aujourd'hui. On va parler aussi d'achat immobilier neuf. Oui. Donc, ce que tu nous apprends aujourd'hui, c'est que c'est la saison, c'est l'automne, c'est la meilleure saison, je pense, pour magasiner. Est-ce que c'est bien ça? En fait, la première saison, c'est vraiment février-mars. C'est surtout dans ces 2 mois-là que les gens se précipitent pour acheter une propriété neuve pour emménager dans l'été. Mais ce qu'on me disait quand j'ai téléphoné à quelques constructeurs, c'est qu'on me disait que septembre, octobre, novembre et même un peu début décembre, là, c'est vraiment rendu comme la deuxième saison. Okay. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment la saison de magasinage. OK, donc l'automne, c'est la saison de prédilection. Oui. La deuxième, exactement. On pourrait dire. Oui. OK, donc on va commencer tout de suite avec chalet. Donc, Marie-Ève, pourquoi chalet, des fois, peut rimer avec petits problèmes complexes? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que léguer son chalet à des enfants, à une succession, en fait, peut vraiment amener tout un lot de préoccupations financières et familiales. D'un, c'est sûr que ce n'est pas tout le temps tous les enfants qui veulent avoir le chalet parce que... On le sait, s'il y a des complications, oui, puis en fait, juste en termes de rénovation, un chalet, c'est bien beau, c'est super le fun, mais il faut en prendre soin. Oui, il faut changer les fenêtres, etc. Donc, plus il y a des gens, des fois, plus ça peut être compliqué parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir qui veut en mettre autant. Exactement. Mais c'est surtout aussi en termes d'argent. Parce qu'en fait, c'est que même dans le cas où le décès d'un propriétaire qui, lui, veut, dans son testament, le lègue à ses enfants, il y a un gain en capital qui se fait à ce moment-là qui est imposable. C'est ça qui arrive, c'est ça. Donc, et souvent, ça peut être de nombreuses préoccupations parce qu'en fait, c'est que dans le temps, les grands-parents achetaient des chalets pour des poignées de pain, souvent pour 20 000, pour 50 000 $ pour avoir un super beau terrain sur le bord d'un lac avec un petit chalet. Et actuellement, ces chalets-là peuvent valoir 250 000, 300 000 et plus. Alors, quand ils lèguent le chalet aujourd'hui, donc c'est toujours la valeur résiduelle. On prend la valeur marchande. D'aujourd'hui, c'est ça. Oui, en fait, on soustrait le prix de base rajusté du produit présumé. Donc, le produit de base résumé du produit le produit juste de la valeur marchande. OK, donc... En fait... Puis le résultat, ça donne le gain en capital. Je vais donner comme un exemple sur le gain en capital de 50 % qui est imposable. Donc, par exemple, si vous payez à l'origine 50 000 le chalet, bon... En disant que ma grand-maman a payé 50 000 pour le chalet. C'est sûr qu'au fil des années, ça fait 40 000. Oui, et bien sûr, il y a certainement eu des rénovations, des ajouts à faire. Donc, c'est sûr qu'on ajoute tous ces montants-là qui vaut, par exemple, le chalet de votre grand-mère vaut, par exemple, mettons que là, il vaut encore 50 000 mais que, selon la juste valeur marchande, il peut se vendre 250 000 sur le marché. Donc, ils vont calculer que vous faites un gain en capital de 200 000 en héritant du chalet. OK. De ce 200 000 $-là, il y a ces 50 % qui est imposable, donc 100 000 qui s'ajoutent que vous devez ajouter dans votre déclaration de revenus. OK, dans votre revenu annuel. OK, oui. Donc on va rajouter ça à ce qu'on a déjà déclaré en plus. Okay. Donc si, par exemple, vous faites 50 000 $ par année, vous ajoutez 100 000 $ par année, vous avez un revenu pour cette année de 150 000 $. On s'entend que l'impôt va venir vous chercher, c'est ça. Vous allez payer très cher en impôt et parfois, les gens n'ont pas les liquidités suffisantes pour payer ça. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est vendre le chalet. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour contrer tous ces frais d'impôt-là? Oui. En fait,
une chose qui serait importante de faire, c'est de garder tout le temps toutes les factures pour les rénovations et tout ça, parce que ça va augmenter le prix de base rajusté. Parce qu'en fait, c'est le prix de base payé plus toutes les rénovations. Donc, la différence entre la valeur marchande et le prix rajouté va diminuer, elle va être moins importante. Le gain va être moins important. OK, parfait. Donc, ça peut être une solution. En tout cas, c'est sûr que c'est bien de faire ça. C'est sûr que c'est pas toujours évident. On sait, des fois, au fil des années, les factures s'égarent. C'est ça, mais ce serait vraiment important de les garder. De les garder. Oui. Juste de se créer un petit dossier qu'on garde. Exactement. C'est bien rangé comme ça, on sauve bien les casse-têtes. Oui. Puis, une autre chose, en fait, on conseille parfois de léguer le chalet à son conjoint, parce qu'en fait, quand on fait ça, puis là, bon, c'est pas toujours possible, là, mais quand on fait ça, on reporte l'imposition. Donc, au décès de... Oui, par exemple, si une personne sait qu'elle elle est en fin de vie, en fait, elle peut léguer à son conjoint pour justement... Ça retarde, en fait, ça va aller jusqu'au décès du conjoint. Du conjoint, oui, ça va retarder un peu. Oui, ça retarde. En fait, on peut aussi profiter de l'exemption pour résidence principale, parce qu'en fait, on sait que lorsqu'on habite la maison, c'est notre résidence principale, on n'est pas imposé dessus. Donc, il faut savoir que normalement, il faut l'habiter. Mais c'est ça, donc on peut pas vraiment... Oui, puis on peut pas avoir 2 maisons principales non plus. Donc... Ça. On choisit soit le chalet ou... c'est ça, dans un sens, on peut choisir celui dont le gain en capital est le moins élevé pour être le moins imposé. Ça peut être une solution. On a aussi accepté un billet à ordre, qu'on appelle. C'est que si on veut donner le chalet de notre vivant, on envisage de le vendre, mais en donnant... le billet à ordre? Le billet à ordre qu'on appelle, c'est plutôt une promesse d'achat. C'est une autre façon de l'appeler. Donc, au lieu de demander de l'argent, c'est une promesse d'achat qu'on s'entend donc avec les enfants qu'ils vont finalement payer. Ils vont finalement payer. OK, parfait. Ensuite, on peut créer un fonds d'amortissement. Ça peut être une solution aussi. Donc, on dépose régulièrement de l'argent dans un compte pour éventuellement... En fait, c'est comme avoir un compte épargne où on met des sous de côté. Puis en fait, cet argent-là va passer dans la succession, donc ça va leur permettre de payer tous les frais d'imposition à venir. Oui, donc ils vont pouvoir conserver le chalet. Mais c'est certain que c'est toujours important. Je crois qu'il faut discuter avec les enfants. De savoir si ça les intéresse aussi, puis de les impliquer là-dedans. Donc, il y a toutes sortes de solutions. Il faut consulter. Il y a des professionnels qui sont dans le domaine, qui peuvent vraiment trouver la solution qui correspond aux besoins. Des fois, c'est très compliqué. Comme par exemple, si on lègue... J'ai une amie, elle, que ses parents ont acheté un chalet. Puis ils voulaient l'acheter à leur nom, au nom des 3 enfants. Mais en faisant ça, ça l'empêche de rapper pour l'achat d'une maison parce que sa petite sœur, elle n'a pas de maison encore, donc elle ne pourra pas rapper parce qu'elle va déjà être propriétaire d'une maison. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. C'est complexe, ça. C'est prendre le temps de s'asseoir autour de la table, vraiment de discuter pour savoir les besoins de chacun. Puis aussi, au niveau du testament, si, par exemple, c'est le chalet qu'on lègue, il y en a qui ne le veulent pas. C'est ça, de savoir tout de suite. Peut-être s'assurer qu'eux aient autre chose pour toujours être équitable. Alors, c'est toujours de discuter puis de rencontrer des professionnels. Je crois que c'est la meilleure façon de faire. Parce que c'est compliqué. Parfait. Merci, Marie-Ève. Très, très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis sûre que les gens à la maison aussi en ont appris autant. Donc, avant de passer à notre prochain sujet, on va aller voir le topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. La raison pour laquelle on l'a fait ramener, c'est qu'on doit nettoyer l'intérieur de la cheminée pour décoller toute l'accumulation de créosote. Le créosote est l'accumulation qui est faite lors des feux. Donc, pour éviter d'avoir cette accumulation-là qui est combustible, on doit passer une brosse pour aller déloger cette accumulation-là. Dès qu'il y a une utilisation qui est faite, il doit y avoir un entretien annuel ou aux 2 ans, tout dépendamment de l'utilisation. Dès que les gens ont de l'accumulation de créosote à l'intérieur, le nettoyage est à conseiller afin de déloger cette accumulation-là pour éviter d'avoir un feu de cheminée. Ce qu'on utilise comme outil pour aller nettoyer la chambre à fumer, qui est la partie supérieure au foyer, qui est comme un entonnoir, c'est ce qu'on appelle le fouet. Le fouet est activé par le mouvement de la drille et va permettre d'aller nettoyer l'intérieur de la cheminée, partout à l'intérieur, aux endroits où les brosses ne pourront pas normalement aller. Ici, on a Benoît qui est en train de s'installer puis de s'attacher pour monter sur la cheminée. Donc, Benoît va passer une brosse à l'intérieur de la cheminée et la nettoyer pour éviter l'accumulation de rester en place. Ensuite de ça, il va mettre une turbine, donc une fan qui va aspirer toute la poussière et la saleté qui va se créer. Ce qui est très important au niveau du ramenage, c'est d'avoir un ramenage professionnel afin de ne pas salir l'intérieur de la maison. Donc, c'est bien beau passer une brosse, mais il faut aussi s'assurer que tout reste très propre. Donc, on met une turbine en haut qui aspire toute la saleté. Il va y avoir toute la partie intérieure du
foyer qui va être nettoyé ainsi que la chambre à fumer pour bien aller déloger toutes les parties intérieures de la cheminée. Dans le cas où quelqu'un manque de faire un entretien, premièrement, les assurances en cas d'incendie peuvent porter responsable la personne qui a négligé de faire l'entretien. Donc l'entretien est toujours recommandé dans un cas où les personnes vont l'utiliser pour aller éviter que l'accumulation intérieure pourrait prendre en feu ou même causer des dommages à l'intérieur de certaines cheminées. Il n'y a pas toujours le dommage causé par un feu de cheminée. Des fois, c'est juste un tisonnement ou même dans certains cas, une surchauffe au niveau de l'appareil qui pourrait engendrer des problèmes avec la cheminée ou les composantes internes. Des fois, dans certains cas, on peut avoir une odeur désagréable qui va se produire, surtout par température humide, smog, pression atmosphérique très basse. Ça va causer des refoulements d'air. Le refoulement d'air va engendrer l'odeur de la cheminée de revenir vers l'intérieur. Donc, quelqu'un qui a des odeurs qui sont constantes et très désagréables va nécessiter vraiment un bon entretien pour s'assurer que le créosote soit délogé. Quelqu'un qui va avoir constamment des problèmes va souvent mener une installation qui sera, dans certains cas, en mauvaise condition, qui ne sera pas totalement étanche. Donc, c'est d'aller s'assurer que cette cheminée-là, elle est conforme aux normes et qu'elle est bien dégagée, nettoyée pour éviter qu'il y ait des problèmes d'odeur à long terme. Nous, dans notre cas, on est approuvé par le CA Habitation, on a notre licence de RBQ. Également, on est approuvé par l'APC, qui est l'Association professionnelle du chauffage. Donc, on est certifié pour faire une inspection et un ramenage complet, pas juste passer la brosse. Le ramenage complet vient avec l'inspection. L'inspection va inclure effectivement un rapport de conditions et les recommandations engendrées par les conditions de la cheminée ou de l'installation afin d'assurer la bonne condition et prévenir la détérioration à long terme. De retour à Tendance-Imo. Maintenant, Marie-Ève, on va parler de location de chalet. Oui. Mais location de chalet, on ne parle pas de location de chalet en termes quand on va sur un site Internet, le Bed and Breakfast, pardon. Donc, où est-ce que c'est en toute légalité. Là, on parle de... Exemple, peut-être toi ou moi, on a un chalet, on décide de louer ça à nos amis pour une fin de semaine, pour 200 $ par mois. Et ensuite, on se met ça dans les poches. Oui, il va arrondir les fins de mois, payer les Exactement. rénovations, payer, parce qu'on sait, acheter un chalet de nos jours, ça coûte cher. Donc, puis souvent, il y Puis a des choses à l'entretenir faire. aussi. Oui. Donc là, tu nous apprends aujourd'hui que c'est illégal. Oui. Parle-nous En de ça. fait, puis c'est illégal et si on se fait prendre, il y a des amendes salées qui vont jusqu'à 2 250 $ par infraction. Et c'est Donc, beaucoup. oui, c'est bien de vraiment s'informer sur le sujet. En fait, moi, je suis tombée sur ce sujet-là, c'est qu'en mai dernier, la justice américaine a condamné un particulier à 2 400 $ d'amende, justement parce qu'il avait loué un appartement une chambre dans son appartement OK. de New York à des touristes. Puis il l'avait pas déclaré, c'est ça? Non, exactement. Il ne l'avait pas déclaré, mais il y en a plein qui font ça. En fait, il y a vraiment beaucoup de sites Mais je pense Internet. qu'on ne sait pas. Je pense que c'est Oui, une information qui oui. n'est pas... C'est sûr que des fois, ils disent, bon, on ne veut pas savoir, parce que, tu sais, c'est sûr que toute rentrée d'argent, normalement, est imposable. Non, c'est ça. Alors, mais il y a vraiment beaucoup de sites Internet comme eux autres. Il y en a un, ça s'appelle le Airbnb, OK. qui est vraiment un site d'hébergement. Partout à travers le monde, on peut trouver, par exemple, une chambre dans un appartement à Montréal pour aussi peu que 26 $ la nuit. C'est le même prix qu'un lit en dortoir dans une auberge de jeunesse. C'est pas très cher. Mais ça va de là au chalet, à la maison, etc. On va plus s'aborder dans le terme du chalet parce que, bon, s'il y a beaucoup de situations comme celle-là, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui donc louent pour une fin de semaine. Oui, exactement. Parce qu'on passe pas... Le chalet est une résidence secondaire, alors on passe pas... oui, il y a des périodes de l'année qu'on y va plus souvent, mais le restant de l'année, bien... C'est ça, on y va il n'est moins pas souvent. habité, Ça, donc on dit exactement. on va en profiter pour en faire profiter d'autres. À d'autres personnes, c'est Oui, ça. exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de mettre un chalet à vendre, il faut s'inscrire à la Corporation de l'industrie touristique du Québec, au même type que les bed and breakfast puis les gîtes. OK. Donc il faut aller s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire et bien sûr, l'inscription n'est pas gratuite. Il y a des frais. C'est 250 $, donc c'est pour ça qu'il y a Est-ce que des c'est gens pour qui ne l'année veulent pas. ou à Oui, vie? je crois que c'est OK. pour l'année. Oui, OK. c'est 250 $ pour l'année. C'est qu'on reçoit un certificat qui nous permet donc de louer. Et parce qu'en fait aussi, c'est sûr que lorsqu'on loue, normalement, bon, c'est sûr qu'il faut s'assurer du confort des gens. Il faut pas que ce soit insalubre, etc. Non, donc, c'est ça. Il y a des vérifications qui sont faites parce que OK, c'est les mêmes... donc oui, il y a lorsqu'on des contrôles. s'inscrit,
Il y a des gens qui viennent vérifier. Je ne sais pas exactement jusqu'à quel point est-ce que c'est vérifié, mais on rentre dans le même principe que les bed and breakfast et les gîtes, donc qui sont surveillés. Surveillés, OK. Alors, certainement qu'il y a de la vérification qui est faite, là. Puis, comme par exemple, j'ai regardé au niveau de Tourisme Québec pour savoir s'ils avaient des chiffres. Puis, ils m'expliquaient que c'est très difficile de savoir le nombre de chalets qu'il y a ici au Québec, parce que ça change beaucoup. Tu sais, avec la succession, ça change de propriétaire. Donc, à un moment donné, c'est difficile de jamais à jour, en fait. Oui, donc, eux autres, ils ont un certain nombre Ils ont 3727 résidences. Eux autres, ils appellent ça des résidences de tourisme. OK. Ça inclut chalets, mais ça inclut aussi des gîtes, des auberges, etc. Okay. C'est tous ceux qui sont enregistrés? Qui sont enregistrés, oui. Okay. Sur lesquels les autres payent le 250 par an pour s'inscrire, pour louer une unité d'habitation qui peut être une chambre, mais généralement, il faut qu'ils offrent une cuisine, une salle de bain aussi. Donc, OK. Ça peut être aussi chalet, ça peut être aussi une maison complète. Une maison complète, OK. Oui. Et dans la loi, selon Tourisme Québec, en fait, il sévit contre les propriétaires qui sont fautifs. C'est ceux qui louent notamment en bas de... Parce que c'est sûr que lorsqu'on loue plusieurs mois, là, c'est autre chose. Mais on parle vraiment de ceux qui louent en bas de 31 jours. Donc, en bas d'un mois. Fait justement, un week-end, une semaine, parce que c'est souvent là pour les chalets. Oui. Ils ne vont pas nécessairement louer... Un chalet, ils ne louent pas nécessairement à l'année. On loue comme une semaine, une fin de semaine. Exactement. Puis, au niveau de l'infraction, on parle de 250 à 2250 par jour d'infraction. L'infraction. Exactement. OK. Et en cas de récidive, une amende de 2250 à 6750 $. Donc, ça commence à faire beaucoup d'argent pour louer son chalet, 20 $. Non, c'est ça, pour une journée, c'est ça. Donc, si on se fait prendre, c'est sûr que c'est salé. C'est salé, donc on veut pas se faire prendre. Non. Donc, soit s'inscrire sur le site, comme vous avez... C'est quoi le nom du site? En fait, c'est sur la Corporation de l'industrie touristique du Québec. OK, parfait. Oui. Donc, une fois qu'on fait ça, c'est correct, on sait qu'on peut louer le chalet. Puis, en fait, c'est sûr qu'il faut préciser que... il n'y a pas ils sont pas en train de... Il n'y a pas de tracker à la recherche. Oui, de voir ce qui parcourt, de regarder les fautifs. La province. Non, c'est ça, c'est surtout par dénonciation là, que ça se passe. Et donc, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas une police qui existe là, qui... Mais c'est juste... moi, je trouvais que dans le fond, il faut être un consommateur averti. C'est ça. Exactement. Très bien de nous donner cette information-là, Marie, parce que même moi, je n'étais pas au courant, puis je pense qu'il y a beaucoup de moi non personnes plus. À la maison qui sont bien contentes de savoir. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. Ça fait plaisir. On va passer à la maison de la semaine. On vous revient tout de suite après. Vous recherchez une maison bigénérationnelle qui pourra loger toute votre famille? La propriété sise au 476 rue Justin, dans le paisible secteur de Fabreville, a de quoi vous plaire. Géographiquement bien située, dans un quartier familial et à proximité des écoles, du transport en commun, du train de banlieue et des axes routiers, la demeure est idéale pour abriter une grande famille. À aire ouverte, ce superbe cottage, construit en 1995, est très convivial, en plus d'être lumineux à tout moment de la journée, grâce notamment à son imposante fenestration. La cuisine est parfaite pour ceux et celles qui aiment cuisiner. Elle est particulièrement spacieuse avec son plafond de 10 pieds et comporte beaucoup de possibilités de rangement, un évier double et un comptoir lunch. Tout à côté se trouve une accueillante salle à manger, parfaite pour les repas en famille. Une petite salle d'eau, une salle de lavage ainsi qu'une chambre à coucher de bonne dimension complètent le rez-de-chaussée. À l'étage, on découvre une magnifique chambre à coucher particulièrement originale, dotée de portes françaises et d'un grand walk-in qui s'ouvre sur une autre pièce. Ici, les possibilités sont multiples. On peut notamment la transformer en bureau ou encore en chambre à coucher pour un petit enfant. La chambre principale donne également sur une superbe et immense salle de bain munie d'une grande douche et d'un grand bain tourbillon et thérapeutique pouvant accueillir 2 personnes. Parfait pour se relaxer après une grosse journée au travail. 2 autres chambres à coucher avec beaucoup de fenestration se trouvent à l'étage. Idéal pour loger les grands-parents ou encore d'autres membres de la famille, le sous-sol est entièrement aménagé au goût du jour. On y retrouve une magnifique cuisine, une grande chambre à coucher et une immense salle de bain dotée d'une salle de lavage. Les plafonds de 10 pieds rendent les pièces particulièrement spacieuses et permettent beaucoup d'espace de rangement. Très pratique, le salon et la salle à manger sont à air ouverte. On y retrouve un magnifique foyer au gaz, parfait pour se réchauffer pendant les froides soirées hivernales. Enfin, la cour arrière étant clôturée d'un côté et bordée d'une haie de cèdre de l'autre, vous pouvez vaquer à vos occupations en toute tranquillité.
Spacieuse, elle offre également plusieurs possibilités, notamment l'installation d'une piscine ou d'un spa. Par ailleurs, l'immense allée pavée en façade de maison peut accueillir jusqu'à 5 véhicules. La demeure du 476 rue Justin dans le secteur Fabreville est offerte au coût de 389 900 $. La superficie du terrain est de 5 000 pieds carrés. Les inclusions sont les luminaires, les stores, le système d'alarme et le lave-vaisselle. Pour plus d'informations sur cette propriété, vous pouvez contacter le courtier immobilier Jacques Delzile de Remax 2000 Inc. au 450-682-2000. De retour à Tendance Immo, toujours avec Stéphanie Germain et Marie-Ève Roux. Donc, Marie-Ève, au final de l'émission, on parle justement du magasinage immobilier neuf. Oui. Tu nous expliquais que l'automne... C'est le temps. C'est la nouvelle saison de prédilection. Oui. OK. Exactement. En fait, il y a beaucoup de gens qui achètent, comme j'ai mentionné tout à l'heure, février-mars pour emménager dans l'été. Mais parfois, si on commence à magasiner dans ces mois-là, il faut vendre la maison, il faut pacter les boîtes, le temps matériel. est court, oui, il faut déménager. Donc, tout se fait vraiment très vite. Alors, quand on s'y prend un petit peu d'avance, comme présentement, ça nous donne plus de temps. On peut souffler, on a le temps de respirer, oui, de faire les choses comme il faut. Oui, puis on dira jamais assez souvent, mais l'achat d'une maison est un investissement important. Il faut prendre son temps, il faut mûrir choisir, la décision. Oui, exactement. Regarder vraiment ce qu'on a besoin. C'est sûr que souvent, on y va en coup de cœur, mais il faut quand même que ce soit une maison qui réponde à nos besoins. Surtout quand on se fait construire, c'est sûr que ça implique beaucoup de choses. Hein. Il faut quand même être assez certain de notre choix. Oui, absolument. exactement. Donc, quand on s'y prend actuellement, ça peut être une bonne chose, justement, parce qu'on a un avantage de temps. Okay. On a un avantage pour, justement, comme par exemple au niveau du déménagement, si on peut sauver de déménager le 1er juillet. Oui, c'est ça, parce qu'on sait que là, les prix sont gonflés. Hein, donc, lorsqu'on décide de trouver un camion de déménagement le 1er juillet, c'est difficile, puis on est en haute saison, donc ça coûte la totale. Okay. Plutôt que si on déménage en mai, en juin, en juin. donc on va payer beaucoup moins cher. Puis des fois, on n'est pas nécessairement obligé. Hein. Puis... parfois aussi, sur le marché, il y a énormément d'offres, que ce soit en condo ou en maison. Alors, ça nous permet de vraiment voir ce qui se fait sur le marché pour justement voir ce qu'on a de besoin. Et par ailleurs, quand on a une maison, on veut la vendre, il faut magasiner aussi, vérifier sur le marché comment ça vaut. C'est ça, combien ça vaut. Il faut prendre le temps de bien comparer, de voir aussi qu'est-ce qu'on a pour justement que notre maison soit vendue à la juste valeur. Oui. Et parfois, on a besoin de faire un peu de home staging, de repeindre quelques pièces, réparer des trous. Des petites rénovations. Donc, ça nous donne le temps. Si on est obligé de le faire, on a 2 semaines pour le faire, en plus du travail, par exemple, les enfants à la maison, etc. On est un peu bousculé par le temps. Alors vraiment, ça nous donne un avantage. Et un autre avantage que certains constructeurs m'expliquaient, c'est que vraiment les nouveaux projets de construction sont généralement annoncés à ce temps-ci de l'année. Ah, OK. Donc, puis je pense aussi pour les frais aussi. Oui. En fait, on peut bénéficier de prix pré-construction, qu'on appelle. Donc, quand ils lancent les projets, généralement, on peut bénéficier d'aubaines. De petits rabais. Oui, des fois, on m'expliquait, ça peut être, par exemple, la climatisation gratuite. Ça peut être chacun a leur petit cadeau qu'ils donnent. Mais c'est toujours bienvenu. C'est ça, d'avoir ça, des petits cadeaux gratuits, c'est ça. Puis aussi, vu que les projets viennent d'être lancés, bien, parfois, on peut vraiment choisir notre emplacement. Oui. On peut avoir plus de choix sur les modèles, etc. Donc, puis aussi, je pense, au niveau de l'étage, si vous êtes on est quelqu'un qui préfère mieux être au sous-sol, donc on peut justement prendre la place en premier. Donc, ça peut être exactement, parce qu'on est dans les premiers venus. Alors, premier arrivé, premier servi. Exactement. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent acheter une maison prochainement. Bon, ça peut être le temps, à la limite, juste de magasiner. Ça ne veut pas dire qu'on achète tout de suite, mais au moins de magasiner. Oui. Comme vous dites, l'automne, c'est là que tout sort, que les prix sont favorables. Donc, où est-ce qu'on a le temps aussi de le faire? On fait des choix peut-être plus éclairés aussi, qu'on prend son temps. Puis pour les conseils aussi, c'est sûr que les constructeurs, c'est leur travail de répondre aux questions des consommateurs, des clients, etc. Mais moins ils sont occupés, tu sais, à ce temps-ci de l'année, ils sont peut-être moins occupés. Oui, donc ils peuvent certainement passer plus de temps. Pour répondre aux questions. Ils ne diront pas ça comme ça, mais oui. Donc, je pense que le consommateur aurait tout avantage vraiment à commencer le plus tôt possible pour se donner le temps de mûrir sa décision puis choisir ce qu'il veut. Puis en fait, j'avais des chiffres qui pouvaient être intéressants. C'est qu'on parlait que l'accès à la propriété, c'est quand même
comment on pourrait dire, quand même plus difficile. Plus ça va, plus le prix des maisons sont chers. C'est pas ça augmente à chaque année. Oui. Les gens qui ont accès, justement, des fois, ça diminue le pourcentage de personnes qui ont accès à la propriété. Mais j'ai obtenu des chiffres. Oui. Puis, au niveau du marché québécois, on est quand même, si on se compare aux autres provinces, c'est quand même pas si pire. Les chiffres que j'ai eus au niveau du prix moyen des maisons, par exemple, à Calgary, ça tourne autour de 400 000 à Toronto, 425 000 Vancouver, 650 000 On parle du prix moyen. OK. Ici, au Québec, on parle de 250 000 Donc, il y a quand même une bonne différence, là, 200 000, 300 000. 650 000 à Vancouver. On est quand même pas si mal ici au Québec. Donc, on doit quand même se considérer chanceux, c'est ça? Oui. Mais malgré que c'est beaucoup, mais... Oui, c'est beaucoup d'argent. En regardant les chiffres de Calgary puis de Vancouver, je pense qu'on est mieux d'acheter ici. Oui, c'est sûr, il faut regarder les salaires aussi. Là. Des fois, à Vancouver, peut-être qu'ils sont... Le salaire est... L'imposition n'est pas pareille, etc. Bon, bien, quand même, si on fait juste regarder le prix des maisons... il y a une bonne différence. C'est frappant, oui. Absolument. Merci, Marie-Ève. Donc, on va refaire juste un petit retour. Donc, on a parlé de chalet. Oui. Donc, lorsqu'on veut léguer un chalet aux petits-enfants, à la famille, prendre les précautions, aller voir, à s'informer. Exactement. Oui, aller voir les conseillers, ne pas hésiter d'aller chercher de l'information. Y poser des questions, parler avec ses enfants pour savoir ce que chacun veut. Exactement. Puis aussi, on a parlé de location de chalet. Oui. Donc, faites attention. Si vous ne voulez pas vous faire prendre, allez vous inscrire sur le site. C'est 250 par année, mais c'est fait, puis on n'en parle plus. Et finalement, l'automne, bonne saison pour commencer à magasiner, commencer à penser à l'immobilier, à l'achat d'immobilier neuf. Exactement. Donc voilà, merci. Puis en fait, si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent consulter l'Écho de Laval, qui est publié dans le Sec+ ce mercredi. C'est mercredi, parfait. Merci Marie-Ève. Donc à la maison, je vous dis merci énormément et à la semaine prochaine.